Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous vous présentons aujourd'hui la saison 2024-2025 du Milan avec comme d'habitude le bilan du mercato, l'équipe type et les ambitions du club, le tout avec Feli et Nico. Salut à vous. Bonjour. Salut. Feli, commençons donc par ce qui s'est passé depuis 2 mois avec notamment les transferts et les commentaires qui vont avec. Oui, alors ce mercato a été plutôt calme à l'arrivée, c'est ce qu'avaient annoncé les dirigeants. Ils avaient annoncé qu'ils allaient plus cibler certains postes, contrairement à ce qui avait été fait la saison dernière, où il y a eu littéralement une équipe entière qui est arrivée. Là, pour ce mercato, il y a, disons, trois entrées, trois arrivées principales qui sont là. On peut d'abord noter celle de Alvaro Morata, qui est arrivé pour 13 millions d'euros. Le Milan a payé sa clause et donc a signé l'expérimenté capitaine de l'Espagne, qui vient donc de remporter l'Euro. Ensuite, on a signé un joueur que j'apprécie beaucoup, que je connais parce que c'est un joueur qui joue pour la sélection serbe, et donc c'est Strahinja Pavlovic, qui est très jeune, mais qui a beaucoup d'expérience, notamment avec la Serbie. Et donc, c'est un joueur que je connais et que j'apprécie parce que je connais ses qualités. Euh, Maintenant, bon, faudra lui laisser du temps parce que ça reste quand même un jeune joueur. Et enfin, le dernier joueur qu'on a signé et qui va arriver normalement aujourd'hui, donc le dimanche 11 août, qui va arriver ce soir à Milanello, c'est Emerson Royal, le latéral droit de Tottenham, qui arrive donc pour la somme de 18 millions, pour 15 millions d'euros, je pense, entre 18 et 15 millions d'euros. Voilà, le latéral droit brésilien, qui fait beaucoup parler parce que son expérience en Angleterre s'est très très mal passée. Maintenant, à voir comment ça va se passer en Italie. Pour les arrivées, on peut aussi noter celle de Jiménez qui a été racheté par Milan, donc le très jeune joueur qui joue pour le Milan Futuro et qui va être sans doute la doublure de Théo Hernandez sur le côté gauche. Il a donc été racheté par Milan 5 millions d'euros après son prêt. Le Real continue a toujours un droit de rachat la saison prochaine. Donc, à voir si ce jeune, qui d'ailleurs a marqué un doublé hier avec le Milan Futuro, va rester avec nous sur le long terme ou pas. Et concernant les arrivées, c'est à peu près tout. On peut noter aussi le retour de prêt de Makers, qui a priori resterait avec l'effectif. Ce qui fait que pour l'instant, on a voilà cet effectif-là entre les jeunes et les seniors. Bah voilà, on a quand même un effectif assez complet. Et là, je pense que on devrait parler plutôt de départ. Et j'espère qu'il y aura d'autres départs parce qu'il y a toujours quelques points morts dans l'effectif. Je pense notamment à Origi, je pense à Balotore qui sont encore avec nous. Alors qu'on a vendu des joueurs comme Charles De Ketelaere, donc qui a été racheté par Atalanta après son prêt très fructueux. On a aussi le départ d'un jeune qui me fait beaucoup de peine parce que c'est un jeune qui avait l'air d'avoir beaucoup de potentiel et qui en plus bah voilà, avait l'air attaché au club, mais il a été vendu. C'est Juan Carlos Simic qui est parti à Anderlecht pour 3 millions d'euros. Voilà, qui semble une somme, une petite somme, mais c'est notamment parce que son contrat a expiré la saison prochaine. Et donc ce jeune joueur qui était censé jouer avec le Milan Futuro a décidé de partir pour avoir plus de place. Voilà, on note aussi comme départ celui de Krunic qui a été racheté par Fenerbahçe, et puis celui de Maldini qui a été acheté aussi par Monza. Voilà. Après, il y a aussi les joueurs qu'on a prêtés. Colombo qui part à Empoli en prêt avec option d'achat, dont le Milan garde un droit de rachat également. Il y a aussi Luca Romero, Marco Pellegrino, tous ces petits joueurs-là qui sont partis en prêt du côté de l'Espagne et de l'Argentine. Voilà. Et puis, enfin, je pense que les départs un peu importants, les seuls départs un peu importants, c'est ceux libres de Olivier Giroud et de Simon Kier, qui a toujours pas retrouvé de club, qui étaient un peu les anciens de notre club et qui sont partis cet été. Les artisans du titre. Et dis-moi Feli, j'ai hésité à te poser la question, mais est-ce que tu pourrais me dire, question bonus, quand la sélection serbe de football sera au niveau de la sélection serbe de basket? C'est un mystère pour moi parce que la Serbie, quand j'y vais régulièrement, c'est un pays quand même où on joue beaucoup au football. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on soit aussi mauvais au foot et aussi bon dans d'autres sports. Et le basket, évidemment, mais pas seulement le basket. Bien sûr, le tennis, mais d'autres sports comme le water polo, etc., où on est vraiment très, très bon. Mais le football, alors ça ne fonctionne pas. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Bon, j'ai quelques petites idées aussi, mais ça m'attriste parce que moi, c'est mon sport favori.
J'aime bien le basket, mais ça me fait pas autant transcender que le football. Et malheureusement, bah voilà, il y a cette dissonance entre le sport que la majorité des Serbes font, qui est le football, et le niveau qu'on a à la fin. Bon, alors promis, on fera pas trop de digressions, même si c'est un peu le propre de Casa Milan, mais je vais quand même demander à Nico quelles sont ses réactions par rapport à tous ces mouvements estivaux. Bah, à une époque, le mercato, il y a quelques années en arrière, je regardais tous les jours et je m'y intéressais énormément. Je me faisais on va dire, des petites idées sur l'équipe future du Milan. Depuis quelques temps, ça m'intéresse vraiment beaucoup moins. Je me suis bien sûr au fait, j'étais au courant de tout ce que vient de me dire Feli, mais je t'avoue que oui, je suis pas spécialement emballé. Après, il y a aussi une vérité, c'est que moi, je ne suis de plus en plus que le Milan. Je suis essentiellement le Milan et même la Serie A, j'ai fortement réduit vu la qualité des matchs et le surplus de foot qu'il y a à la télé. Donc Pavlovic, pour citer ce joueur, aujourd'hui, Milan nous l'a vendu un peu comme le futur Yavstam. On a vu ce match, enfin ils ont envoyé beaucoup de vidéos sur le match qu'il avait fait contre l'Inter. Il a le même numéro que Yavstam. Voilà, après avoir, c'est vrai que sur le papier, si comme Yavstam, on a pris un sacré défenseur, donc je vais pas le juger avant de l'avoir vu. Morata, pour l'après Giroud, oui, c'est un Morata, ça a l'air d'être un bon gars en termes de personnalité. Maintenant, je pensais que pour l'attaquant, en fait, avec tout ce qu'on a entendu parler, après l'arrivée de Fonseca, qu'en fait, on allait avoir un gros buteur ou dans ces cas-là, un attaquant avec un très fort potentiel qui allait arriver. Quelqu'un qui était sur le point d'éclore. Là, au final, on prend Morata qui doit avoir 32 ans. Je pense que c'est ça. Tu sais que tu vois pas le futur. Tu es dans l'immédiat maintenant. Donc, pareil, on va voir ce qu'il va donner. Après, c'est un joueur que je pense dans le collectif va se sacrifier. Et il va se sacrifier certainement pour un Léao, comme le faisait peut-être Giroud, à voir. On parle de Fofana de Monaco depuis quasiment avant l'Euro, comme quoi c'était déjà fait. Et le joueur aujourd'hui n'est toujours pas là. Donc, et il parle de Manu Koné, un international français qui était aux Jeux Olympiques, qui apparemment est un jeune à très fort potentiel, qui je crois joue à Toulouse, que je n'ai jamais vu jouer. Donc non, j'ai pas trop d'avis. J'aurais eu espoir que c'est très bête, mais peut-être des jeunes Italiens dans cette équipe. C'est pour ça que hier, ben, j'ai regardé mon premier match du Milan Futuro, où il y avait pas mal de jeunes joueurs que je ne connaissais pas, qui étaient à découvrir, comme Liberali. Ouais, dont des U17 champions Euh, d'Europe comme Liberali, comme Camarda évidemment, qu'on connaît un peu voilà, mieux. il y avait Camarda hier qui était titulaire, il y avait Nava dans les cages qui a fait un très très bon match. Voilà, donc je découvre ces joueurs-là qui, je me dis, peut-être pourront peut-être apporter quelque chose en remplaçant dans l'équipe. Et En franchement, espérant je qu'ils seront t'avoue, pas vendus avant, hein. mais Parce que je rappelle que le but après, il c'est faire faudra du voir à quoi. profit, quoi. C'est pas de développer les jeunes, enfin c'est de les développer pour pouvoir les vendre cher, quoi. C'est ça le projet de Cardinale. On- Donc je ne sais même pas si un jour ils auront durablement leur chance dans l'équipe type de Serie A. Ben, je t'avoue, ça, on le saura que dans le futur, mais en tout cas, voilà, je regarde. Et moi, en tout cas, l'avis aujourd'hui que je me fais, parce que je ne sais pas si tu as prévu de parler de l'entraîneur, à quel moment, s'il faut en parler maintenant. Et aujourd'hui, au final, les arrivées que vient d'annoncer Feli, euh, apparemment, on va réussir à garder Maignan, Théo et Léao, c'est quasiment sûr, pour cette année au moins. Et l'arrivée de l'entraîneur, moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui que Milan joue le titre. En tout cas, c'est pas l'impression que ça me donne le recrutement qu'on est en train de faire. Et on est à quelques jours de la reprise en Serie A. Et j'ai du mal à imaginer un très gros nom qui vient. Et même si au final, le gros nom, bah, c'est Youssouf Fofana qui arrive, enfin, c'est pas lui qui va te faire un monter d'un niveau et essayer d'extrêmement bien paraître. Aujourd'hui, Milan a fait le pari avec Fonseca que c'est par le jeu, et ça je suis d'accord avec eux, que c'est par le jeu qu'on peut arriver à quelque chose, que cet effectif va pouvoir upgrader. Maintenant, moi, je suis pas emballé spécialement par le coach, donc c'est mon petit souci. Voilà. Donc, Il a la réputation de voilà. lancer les jeunes, on verra si c'est C'est vrai. pour ça qu'il a été pris, Ah ouais, ouais. et je regrette qu'on n'ait pas pris un de Zerbi. Ça, Mais il est très possible que les ambitions dont on parlera en fin d'émission, hein, c'est prévu, soient comme d'habitude la qualification en Ligue des Champions, hein. Pour l'instant ça fonctionne, donc l'idée c'est de faire rentrer de l'argent plus que d'obtenir des titres. Peut-être Feli me démentira-t-il, mais avant de parler de ses ambitions, on n'y est pas. On peut bien sûr parler, Feli, de ton avis, hein, sur ces joueurs, parce que tu les as listés, puis tu nous as pas dit ce que tu en pensais vraiment, de ce que tu as peut-être vu cet été. Tu as peut-être regardé quelques matchs amicaux, éventuellement de l'entraîneur si tu le souhaites, c'est très libre comme d'habitude. Feli, c'est à toi. Ouais, carrément. Bah, effectivement, la vie sur les joueurs qui sont arrivés. J'en ai touché un mot sur Strahinja Pavlovic.
Et j'aimerais bien parler de Morata aussi. C'est vrai que on attendait notamment un Joshua Zirkzee, qui était la star un peu de Bologne la saison précédente, et finalement avec Lamborghini, avec l'agent, on a décidé de pas aller sur lui, car l'agent demandait trop de commissions. Et donc on a viré sur Morata. Alors j'avoue qu'au début, enfin, et je ne le suis pas toujours, mais je suis un peu sceptique sur ce nom-là, car Alvaro Morata, effectivement, c'est un joueur qui, humainement, c'est vraiment un top gars, mais qui se bat aussi beaucoup pour les autres, un peu à la manière de Giroud. Mais quand on regarde un petit peu en détail dans sa carrière, c'est un joueur qui met pas beaucoup de buts. Il a jamais, je crois, dépassé plus de 15 buts dans sa carrière en dehors quand il a commencé au Real Madrid. Et puis on l'a vu à l'Euro, Euh, hein, ça a été l'un des moins performants sur le terrain. ouais, ouais, effectivement. Donc on sent vraiment que c'est un joueur de collectif, mais est-ce qu'il va vraiment apporter une plus-value par rapport à un Giroud? Alors, on va sans doute jouer différemment, et c'est ce que j'ai vu lors de ces matchs de préparation, car j'en ai vu deux, trois. On voit vraiment que Fonseca demande au buteur de redescendre beaucoup. Et je pense que dans ce registre-là, Morata va savoir le faire et va le faire correctement. Justement, il va mettre en valeur des joueurs comme Leao, comme Pulisic, qui vont pouvoir prendre l'espace derrière lui. Donc, je pense que tactiquement, au moins, je trouve qu'il y a quand même une cohérence dans le sens où Zirkzee, c'était un joueur à peu près similaire. C'est un joueur c'est un espèce de faux numéro 9 qui redescendait pour redistribuer le jeu, pour jouer en remise, etc. Et je pense que par rapport à ça, j'apprécie la cohérence qu'il y a d'aller chercher un Morata et de ne pas aller chercher un buteur pur. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine cohérence dans les choix et que les choix du coach sont respectés. Et par ailleurs, quand on voit qu'on vise aussi un Tommy Abraham de la Roma pour remplacer un Jovic qui serait sur le départ, et ben moi je comprends aussi ce choix-là parce que de la même façon, Tommy Abraham, c'est un joueur qui aime beaucoup redescendre, jouer en remise, qui a une certaine technicité. Donc même si ces noms-là en buteur, franchement, ils sont pas incroyables, et on sait très bien que ce ne sont pas des joueurs qui vont mettre 30, 20, 25, 30 buts par saison, et ben au moins je loue une certaine cohérence que j'apprécie. Voilà. Euh, et puis ensuite sur la défense, que ce soit Pavlovic ou Emerson, je pense que l'objectif était principalement d'ajouter un peu de poids à cette défense-là, de physique également, parce que Emerson Royal, même si en Angleterre, c'est très mal passé pour lui, je pense qu'en Italie, il y a des chances qu'il arrive à retrouver son niveau qu'il avait en Espagne, où c'était un jeune latéral droit très prometteur à l'époque où il était au Betis Séville et puis ensuite au Barça. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de ces joueurs-là. Maintenant, effectivement, il manque toujours un joueur au milieu de terrain. Et ce dont moi, j'insistais beaucoup la saison dernière, c'est-à-dire, pour moi, le problème principal n'était pas tellement en défense, mais au milieu de terrain, où on n'avait vraiment aucun joueur pour stopper les attaques adverses, défendre sur les grands espaces. Il nous manquait vraiment un joueur. Et effectivement, là, le joueur qu'on vise, ce serait Fofana. Moi, je suis toujours pas convaincu quand j'ai vu quand même certains matchs de Fofana et puis j'ai vu quelques avis des supporters de Monaco, pour moi, ce n'est pas le joueur qu'il nous faut. Euh, et c'est un avis que j'ai depuis un petit moment, mais ce n'est pas non plus Manu Koné, quand on parle maintenant depuis quelques temps. Pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui seraient idéaux. Enfin, voilà, ce ne seraient pas les joueurs que moi je prendrais pour ce fameux poste de 6 qu'il nous faudrait. Voilà, à voir maintenant ce qui sera fait. Mais bon, concernant le mercato, voilà, on sent qu'effectivement l'ambition se repose beaucoup sur Fonseca. Qu'est-ce que Fonseca va réussir à faire de ces joueurs-là? Parce qu'effectivement, on n'a pas fait un grand mercato. Alors, comme l'a souligné Nico, effectivement, on a vendu personne, ce qui est pas mal parce que ça va être la première saison depuis assez longtemps où on perd, entre guillemets, aucun gros titulaire. Avant, on a perdu Tonali, puis avant, c'était Kessié, puis avant, c'était Donnarumma, ou Çalhanoğlu. Donc, chaque année, on perdait un joueur plus ou moins phare de l'équipe. Là, cette année, on a perdu Giroud. À voir si Morata va réussir à combler ce trou-là, mais je pense que ce sera sensiblement sur le même niveau. Donc, il y a quand même quelques certitudes sur lesquelles on se base. Maintenant, il faudra aussi voir, et j'en parlerai après, mais du mercato que font les autres en Italie, qui est très intéressant selon moi. Et voilà, comment réussira Fonseca à tirer le meilleur de cet effectif-là. Et puis enfin, je dirais juste un dernier mot sur les départs, parce qu'il y a encore pas mal de départs qui devraient arriver. Hein, voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais Origi et Baotouré, typiquement, c'est des poids morts qui ne jouent même pas avec l'équipe A, qui sont envoyés avec la réserve. Mais il y a aussi des joueurs comme Adli, qui seraient sur le départ. À voir aussi ce qu'on ferait d'un Malik Thio, qui a perdu sa place titulaire et qui est notamment recherché par Newcastle. À voir aussi ce qui va se passer avec Ismaël Benasser, qui a quand même pas mal de touches en Arabie Saoudite.
Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes et d'interrogations qui restent, et alors qu'il reste finalement qu'une vingtaine de jours avant la fin du mercato et une semaine avant le début du championnat. Nico, as-tu un avis complémentaire? Moi, je vais Je juste donner un avis sur le coach, si possible. En fait, Fonseca, je pense pas que Fonseca n'est pas un mauvais entraîneur. C'est juste que pour l'après Pioli, après tout ce qu'on a connu, je m'attendais soit à l'arrivée franchement d'un nom sur le banc du Milan pour passer un step, ou sinon, moi, mon chouchou, en plus, vu qu'il avait annoncé qu'il voulait partir, c'était ramener un Italien. Et De Zerbi qui a été formé au Milan, qui a été bercé par le Milan de Sacchi. Alors, même si De Zerbi n'a jamais entraîné un grand club, et que ça ne veut pas dire qu'en prenant De Zerbi, automatiquement, tu allais réussir. Mais en tout cas, tu donnais la chance à De Zerbi, en Italie, de commencer avec une grosse équipe. On sait que c'est un jeu où il est proactif. Et j'aurais voulu ce type d'entraîneur. Le problème qu'il y a avec Fonseca, c'est que moi, en fait, peut-être que c'est à tort, hein. Mais moi, son passage à la Roma, où ça a bien commencé, puis après, son équipe a fini en grande difficulté. C'était une équipe qui encaissait énormément de buts, énormément de buts. Et surtout, c'est une équipe qui n'arrivait jamais, au final, à concrétiser ses matchs par leur nombre d'occasions. Et c'est ce qui s'est passé avec Lille. Et comme à la Roma, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, des fois, sur le terrain, semblait peut-être meilleure que l'adversaire, mais au final, se faisait toujours avoir en fin de match, ou Ouais. finissait toujours mal ses fins de saison. Manque de réalisme et d'opportunisme. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, c'est un bon entraîneur, mais c'est pas un entraîneur qui fait partie des très grands. De Zerbi aujourd'hui n'est pas un très grand, mais je pense que c'est un entraîneur qui peut, aujourd'hui en tout cas, n'a pas eu encore la chance pour le devenir. Et moi, j'ai peur que Fonseca sera peut-être meilleur que Pioli en termes d'entraîneur tacticien. Mais en fait, c'est très bête ce que je dis. Et pourtant, j'étais pas un grand fan de Pioli, hein. Et j'aurais peut-être préféré continuer encore une année avec Pioli que prendre Fonseca. Bon, bah voilà qui est clair. À présent, parlons de l'équipe type, toujours ligne par ligne. Hein. Feli, quelle sera d'après toi la défense milaniste titulaire cette saison? je pense que au vu du mercato, je pense que c'est assez clair. Bien sûr, il y a les titulaires toujours Maignan qui reste au cage, Théo Hernandez à gauche, Tomori qui sera défenseur central, mais à leur côté, je pense qu'on aura les nouvelles recrues. Donc, c'est là qu'il y a Pavlovic qui sera le défenseur central gaucher. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on recherchait, hein. On n'a pas pu avoir Bongiorno ni Calafiori. On a donc Pavlovic, qui est donc qui sera notre défenseur central gaucher. Et puis à droite, on aura, je pense, à mon avis, vu que c'est une demande du coach, Emerson Royal, qui prendra la place du dernier Italien titulaire et du capitaine, Et oui, on arrive au 0 David. plus 11, les mondialistes vont être contents. Voilà, donc ma défense titulaire est celle-là. Nico, Concernant la défense, je pense que Emerson Royal arrive avec une avance vu le prix du transfert. À voir ce qui va se passer pour Calabria. Est-ce que le club va essayer de le vendre? Parce que je crois qu'il arrive en fin de contrat dans pas longtemps. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de porte de sortie. je rappelle Et juste qu'on je a crois dégagé que Bellanova il n'y a pas très longtemps. Hein. Je dis ça, je dis rien. après, concernant en tout cas Calabria, s'il reste, peut-être que ça va. Le fait qu'il y ait enfin une vraie concurrence, peut-être que ça va essayer de le pousser à être plus régulier en tout cas. Et je pense que Kaloulou, de ce que j'ai compris, a quand même une pièce à jouer. C'est Fonseca qui a demandé à ce que le joueur reste, parce qu'il est polyvalent et il a dit qu'il voulait rendre de grands services sur la droite. Donc à voir pour Pierre Kaloulou. Et par exemple, tu vois, juste pour rebondir sur un truc, un nom qui m'aurait fait plaisir, moi, dans le mercato, parce que c'est un joueur comme Calafiori, et voir qu'en fait que le Milan s'est même pas intéressé, peut-être pour aussi une question d'argent, Mais oui, il est trop cher. mais on s'est Il est même trop pas cher, mais on intéressé à ce genre de joueur. Et le seul club qui Ouais. a été peut-être en Italie proche de le prendre, c'est la Juve. Non mais on commence à Et s'intéresser à ces joueurs-là quand ils deviennent chers en fait. Alors qu'il faudra les prendre 4 ou 5 ans plus tôt. Mais bon, enfin 4 ou 5 ans, peut-être pas dans le cadre de Calafiori, mais enfin au moins on 2 verra ans plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il y a une on verra, c'est sûr. Oui, il y a la question du timing, et c'est vrai qu'on attend toujours beaucoup trop. Et surtout, moi, ce que je déplore, ce qui me déplaît, c'est qu'on laisse partir nos propres jeunes. On disait tout à l'heure, Milan Futuro, etc., qu'est-ce que ça donnera? Moi, je suis convaincu que ces joueurs-là n'auront jamais leur chance durablement. Bellanova ne l'a pas eu non plus, et il y en a d'autres. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a
comment dire, un peu plus d'un an, on avait en finale de Ligue des Champions Darmian, on avait Acerbi et on avait Bellanova avec l'Inter. Que des joueurs qui sont passés par le Milan et qui n'ont pas réellement eu leur chance, voire pas du tout même. Donc le Milan est Et même coutumier du fait. formé par Milan. Acerbi, je Formé sais par plus. Milan, parce que je crois qu'elle. À voir pour Acerbi. Acerbi a été formé en Lombardie, mais alors je sais plus si c'est à Milan, il faudra vérifier. En l'occurrence, Darmian et Bellanova, oui c'est sûr. Mais enfin, il est passé à D'accord. Acerbi par Milan quoi qu'il arrive. Il avait été acheté 12 millions, revendu pour le même prix l'année suivante. Bon, on va passer peut-être au milieu de terrain avec Feli. En attente d'une future arrivée et d'un départ de Benacer, pour moi, les doubles pivots doivent toujours rester Benacer et Reisburst, mais qui, selon moi, voilà, manquent vraiment de muscles et d'assises défensives. Donc moi, j'attends de voir un autre joueur à la place de Benacer, probablement. Ah c'est tout. D'accord, ok, il y a deux milieux de terrain, donc d'accord, bon très bien. Eh bien nous passons à Nico. Ben, franchement, je ne sais pas comment Fonseca veut jouer, mais c'est vrai que de ce qu'on entend parler, je ne sais pas s'il y aura un poste de 10 où ils seront trois au milieu, mais dans le cas où ils sont deux, oui, à l'heure actuelle, Benacer, Reinders. Après, il faudra voir quel Benacer on va avoir. Si c'est le Benacer de l'année du titre qui est en forme, pour moi, c'est un joueur qu'on n'a pas, qui est quand même, je dirais, assez. Comme un Verratti, c'est un manieur de ballon. Il donne, contrairement à un Verratti, il rentre beaucoup aussi quand même. Il récupère pas mal de ballons. Il est omniprésent. Mais l'année dernière, on a eu une très mauvaise saison de Benacer. Et si ce joueur-là n'est pas à 100% physiquement, ben, il décline très rapidement. Et même l'année dernière, il s'est fait prendre la place par Adli. Et Reinders, s'il est sur la suite de son Euro qui a été excellent et de sa première bonne saison, moi, ce que je reproche à Reinders, c'est de ne pas être assez décisif. Je trouve que l'année dernière, à chaque match, il avait vraiment des très grosses occasions de but. Et je trouve qu'il a marqué trop peu de buts par rapport aux très grosses occasions qu'il a eues. Eh bien nous passons à l'attaque avec Feli. Oui, effectivement, il y a que deux milieux de terrain, parce que je pars du principe que Fonseca va rester sur le 4-2-3-1 qu'il mettait en place lors des matchs de préparation. Et puis bon, le 3-1, je vais le compter en attaque. Et donc, on va commencer par le 10, qui a priori devrait être Pulisic, même si moi, je ne suis pas fan de cette idée-là. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, on l'a vu dans les matchs de préparation. Il a d'ailleurs été décisif contre Barcelone, où il a fait une passe décisive et un but à ce poste-là. Mais je trouve que ce n'est pas un vrai 10 comme on l'entend, c'est-à-dire que ça va être sans doute un très bon second attaquant, et on a vu les mouvements qu'il a fait en match de préparation, et ça l'est. Ça va être un joueur très performant dans le dernier tiers du terrain, où il a cette capacité à être extrêmement décisif. Mais selon moi, cette capacité-là, il l'avait aussi à droite. Et moi, j'aurais préféré qu'on recrute un vrai 10, qu'on impose à ce poste-là un vrai milieu de terrain qui redescend, qui permet de fluidifier le milieu de terrain euh, pour permettre d'avancer le jeu. Alors que pour les Pulisic, selon moi, ça va être trop léger, à la fois sur le plan défensif aussi, parce que ça fait quand même presque 4 attaquants au final. Que finalement, ce 4-2-3-1, bah, il va se transformer en 4-2-4, un peu à la manière de Leonardo, à une certaine époque. Voilà, donc moi, je suis vraiment pas fan de cette idée-là. Mais a priori, c'est ce qui devrait être mis en place, ce qui va permettre aussi à Chukwueze d'avoir plus de place à droite. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Pulisic va être déplacé au milieu de terrain, c'est qu'on veut donner de la place à Chukwueze, au Nigérian, qui a fini sur une bonne fin de saison euh, avant cet été. Donc, je pense qu'on va vouloir voilà, lui permettre d'éclore, d'exploser peut-être cette année, à voir si ça va payer ou pas. Et puis, évidemment, à gauche, le titulaire indiscutable, le bon vieux Raphaël Leao, qui va avoir, je pense, un nouveau défi cette saison, parce que ça va changer pour lui. Je ne sais pas s'il aura autant de largesse qu'il a eu avec Pioli, autant de facilité, parce que Pioli donnait quand même beaucoup les clés du jeu. Il laissait beaucoup ne pas défendre, ne pas presser. Est-ce que Fonseca, son compatriote portugais, va lui laisser autant de largesse, va le laisser autant pas défendre, ou alors il va le restreindre, il va le contraindre à presser comme les autres, parce que Fonseca va sans doute beaucoup plus presser que Pioli. Je ne sais pas, donc je pense que ça va être une année assez décisive pour Léao, pour voir est-ce qu'il a vraiment les capacités de jouer et de performer à haut niveau. Est-ce qu'il a vraiment les capacités de s'inscrire dans un collectif, ou alors est-ce qu'il va toujours rester ce joueur extra-collectif, c'est-à-dire ce joueur 10+1, ce joueur-là qui est en dehors du collectif, mais qui va réussir à être le facteur X de son équipe.
Donc à voir, ça va être, je pense, très intéressant pour le Portugais cette année. Et puis bien sûr en attaque, il n'y a aucun doute pour moi, ce sera Morata qui sera le titulaire. À voir si on va lui chercher une doublure de luxe ou alors est-ce qu'on va rester avec pour moi, déjà bon, Luka Jovic. Ouais, alors pour Léao, pour avoir suivi son Euro, je l'ai trouvé très mauvais jusqu'au match contre l'équipe de France, celui de l'élimination, où là il a fait son match, il a réellement fait son match et il a porté l'équipe, ça n'a pas été décisif, ça n'a pas suffi, mais il a réellement, il a réalisé des percées, hein, comme on l'a vu faire par le passé. Son problème, c'est son éternelle inconstance, son éternelle irrégularité, et je ne sais pas si ça changera un jour. Nico, quelle est ton attaque? Ben, je sais que, enfin, j'ai lu que Fonseca mise beaucoup sur Chukwueze. Donc, même le Chukwueze a fait une très grosse prépa, en tout cas pour le moment. Donc, je rejoins Félix sur les 4 joueurs. Moi, l'avis que j'ai sur Léao, c'est, chaque année, on dit c'est l'année de Léao, c'est l'année de Léao. En fait, on a eu l'année du titre, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, où il a été incroyable. L'année d'après, quand même, c'était quand même le monsieur plus. Il avait quand même fait l'année post-titre, il avait fait quand même une très bonne saison. L'année dernière, elle n'a pas du tout été bonne, même que Pioli le sortait énormément. Mais je pense que ce joueur, il me fait penser à ces joueurs brésiliens. Alors, je ne dis pas qu'il a le même talent, mais tous ces joueurs brésiliens qui voient vraiment le football comme un jeu, juste du plaisir. Et c'est vrai que quand on le voit jouer, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien quand même avec Léao, c'est qu'il sourit. C'est très con, mais tu le vois, il est heureux de jouer au foot. Et je pense que c'est un joueur et c'est vraiment c'est le facteur X. Le facteur X. Alors bien sûr, il va avoir des périodes dans la saison où, par son talent, ses qualités athlétiques, ses qualités techniques, il va marcher sur l'eau. Puis après, il y a des périodes où on va pas le voir. Ce sera jamais le joueur qui va faire du repli défensif. Il le fait pas et de toute façon, même avec le Portugal, dans ce fameux match contre la France, c'est le seul que j'ai vu du Portugal. Euh, il a pas envie. Tu voyais que des fois, il s'embêtait. Même avec le Portugal, il s'embête pas à défendre. Et pourtant, au Portugal, il y a des Cristiano Ronaldo. Et même s'ils n'ont plus le niveau qu'ils ont aujourd'hui, bah, c'est eux qui ont le droit de pas défendre. Bah, même lui, Léao, il s'en fiche de tous ces statuts qu'il y a. Il aime pas défendre. S'il le fait, il le fait un petit peu ou il fait semblant. Et je pense qu'en fait, il faut pas attendre grand-chose à ce niveau-là. C'est, c'est un joueur, voilà, qui est capable du meilleur, comme te rendre complètement dingue parce que tu sais en fait les qualités qu'il a. Et je pense que c'est un joueur qui explosera, que malheureusement on ne verra jamais au top, 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 parce que je pense qu'il n'aura jamais la rigueur. Et ce genre de choses, ça aurait déjà dû venir depuis le nombre d'années qu'il est chez nous. Et malheureusement, à chaque fois, on a des déceptions. Il y a quand même beaucoup aussi de blessures chez Léao. Donc moi, alors on va espérer qu'il nous fasse rêver à quelques matchs, qu'il nous fasse la diff, mais non, j'attends pas un grand miracle de Léao cette année qui va nous mettre 25 buts, alors qu'il en a largement le potentiel. Et il faut savoir que le PSG s'est renseigné d'après la presse française, s'est renseigné pour Léao, pour remplacer Kylian Mbappé. Et Luis Enrique a dit non merci. Il n'en Tu voulait m'étonnes. même pas, car pour lui, ce joueur est un fainéant. Et Bah qu'il oui, n'y a bien sûr. rien à faire. Pep Guardiola à City aurait dit exactement la même chose aussi. Donc, mine de rien, Léao, il commence à être, pour un joueur qui est faillant si fort, cette année, il n'y a personne qui est venu nous chercher, sauf les Saoudiens, qui apparemment étaient prêts à mettre une grosse somme, mais c'est plus pour donner de la visibilité à leur championnat. Et c'est vrai que je pensais que ça aurait été plus difficile de garder Léao, et au final, Léao, ben, alors que le prix aurait dû descendre, vu sa saison qui n'a pas été incroyable, vu son euro qui n'a pas non plus été incroyable, personne n'est venu le chercher, alors qu'au final, on a un peu tremblé pour Théo avec le Bayern, même pour Maignan. Et donc, voilà, concernant Léo. Réaction de Feli. C'est pour ça que je dis que Léao, c'est un joueur extra collectif. C'est un joueur en plus des autres joueurs en fait. Il n'appartient pas au collectif, il ne défend pas en bloc et lorsqu'il attaque, eh ben, il attaque un peu tout seul et puis ensuite il voit le mouvement de ses coéquipiers et il réagit par rapport à ça. Mais c'est en ça que je dis que cette saison va être décisive parce que peut-être qu'avec un nouveau coach, il va avoir une nouvelle dynamique et en fait pouvoir réussir à s'inscrire dans un collectif. Et ça m'étonne pas non plus que City n'en veuille pas, que Paris n'en veuille pas, parce que Pep Guardiola, Luis Enrique, c'est des joueurs qui travaillent fondamentalement avec un collectif et avec 11 joueurs. Et Leao, pour l'instant, il n'a pas atteint ce stade-là. Individuellement, ça reste un joueur extrêmement fort qui peut décider d'une rencontre à lui tout seul, mais ça reste qu'individuellement. Et voilà, le football ne fonctionne pas comme ça.
Donc, c'est pour ça que je dis que cette saison va être peut-être celle de l'éclosion ou alors non. Soit il va devenir un joueur pleinement collectif et dans ce cas-là, bah, il va sans doute attirer les yeux des autres top clubs européens. Soit il va rester ce joueur extra collectif. Il va être bon par moment et régulier par moment. Ça va être notre facteur X de l'équipe et il faudra s'en contenter. Je pense que voilà, ça restera toujours ce type de joueur-là. C'est-à-dire que bah ouais, il va quand même réussir à mettre 10 buts et 10 passes décisives par saison, ce qui est quand même déjà beaucoup pour un ailier. Mais voilà, qui va faire sa petite saison par-ci par-là, qui va être très régulier. Il va avoir des mois vides et puis des mois où il va tout exploser. Ça va rester un joueur comme ça. Ou alors, il prend le pas, il passe ce dernier step final où il devient vraiment un joueur plein, un joueur qui profite et qui bénéficie du collectif et qui le rend meilleur. Bien, passons maintenant à la question des objectifs de la saison. Visons-nous uniquement la qualification en Ligue des Champions? Faut-il espérer passer quelques tours dans cette même Ligue des Champions? Nico, quelles sont tes ambitions? Moi, j'ai encore rien vu. D'habitude, chaque année, le club, quand il présente, l'entraîneur annonce ses ambitions. Moi, je n'ai pas lu le mot Scudetto. Donc, j'en conclus qu'on vise les 4 premières places. Ce que je trouverais, franchement, quand t'es le Milan, assez dommage. L'Inter quand tu es tenant du titre, en général, le but, c'est de défendre ton Scudetto. Donc, l'Inter est un favori au Scudetto. Je me méfie beaucoup de la Juve et de Thiago Motta. La Juve peut passer quelques années à côté, mais la Juve reste la Juve en Italie. La Juve que tu Donc, adores au moins autant que l'Inter? ouais, je préfère quand même je préfère quand même la Juve à l'Inter tout de même, hein. Ah, je savais pas, je croyais que Mais, c'était... Ouais, d'accord. mais franchement, j'ai l'impression et de toute façon, même moi, j'ai aucun rêve de titre. Je pense que si on peut rêver de titre, ça passera par le jeu. Si Fonseca arrive à faire des miracles à créer un jeu, à créer tellement de jeux. Et c'est vrai que Milan a quand même sur le papier une sacrée force offensive. Mais bon, si demain Léao se blesse, si demain Chukwueze se blesse, tu passes à des Saelemaekers, à des Younous Moussa. Enfin, moi, c'est pas avec ce type de joueur qu'on va pouvoir jouer le titre. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, donc nouvelle formule. Donc, c'est une poule unique de 36. Du premier au huitième, tu es qualifié directement pour les huitièmes de finale. J'ai du mal à croire que Milan termine dans les 8 premiers. Entre la 9e et la 24e place, tu joues un tour de barrage. Et si tu termines entre la 25e et la 36e place, tu es directement éliminé. Tu n'es plus reversé en Ligue Europa maintenant. J'ai tendance quand même à croire, vu les équipes qu'il y a, quand même que Milan, en février, je crois que c'est en février ou en mars que se joue ce match de barrage, jouera un match de barrage pour essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est le minimum. Voilà. Après, espérer quelque chose. Maintenant, on est bien allé quand même en demi-finale de Ligue des Champions, des fois avec un tirage au sort, mais bon, il y avait quand même, à l'époque, il y avait quelque chose dans cette équipe, une âme, un peu de jeu quand même avec Pioli. On était sur l'année post-titre. Là, il faut quand même créer quelque chose. On repart à zéro avec un nouvel entraîneur. Donc, franchement, zéro ambition. Le minimum aujourd'hui, c'est finir dans les 4 premiers. Après, avoir avec le Napoli de Conte, la Roma de De Rossi aussi qui s'est vraiment bien renforcée. La Lazio, c'est quand même sacrément. A perdu quand même pas mal de joueurs avec les départs de Immobile et de Luis Alberto. Et un changement d'entraîneur aussi avec Tudor qui devait s'inscrire dans la durée, qui a décidé de partir. L'Atalanta vient de perdre Scamacca, mais bon, elle va jouer la Ligue des Champions, donc on sait que c'est toujours difficile pour l'Atalanta quand elle joue la Ligue des Champions et le championnat. Enfin, si Milan n'arrive pas à finir quand même dans les 4 premiers, j'aurais quand même du mal à le comprendre. Pour moi, ça va jouer avec la Roma et le Napoli pour être dans les 4 premiers, pour nous. Et quelles sont les ambitions de Feli? Les ambitions, ce sont celles du club. Alors, il y a un double discours parce que il y a quand même le discours de Fonseca qui, lui, a dit qu'il visait le titre. Et puis, il y a aussi le discours implicite, ce qu'on voit, ce qu'on laisse transparaître le club dans ses recrutements, dans ses déclarations, dans sa façon de faire aussi, euh, qui, pour moi, exprime juste une volonté de se qualifier en Ligue des Champions. Ce que je dis assez régulièrement, hein, la volonté du club, c'est de se qualifier en Ligue des Champions de façon pérenne, régulière, d'année en année,
parce que la différence de gain économique entre la qualification en Ligue des Champions et celle du titre est quasiment nulle. Donc, qu'on soit quatrième ou premier, finalement, Et en oui, termes les de sous, gains, les sous, les sous, c'est ça la seule change. chose qui compte. Voilà. Donc, nos mercatos, de manière générale, ne sont pas très ambitieux. On fait que des recrues à moins de 20 millions. On cherche toujours le bon coup. La personne qui va être en fin de contrat dans un an, le joueur qui a une clause. Donc on est toujours dans ce recrutement qui est assez pénible Mais où ça on rappelle fait que des. Galliani, hein. Bah, ça dépend lequel. Non, le Galliani de Ça fin, à la dépend fin de l'ère lequel. Berlusconi, bien sûr, Le pas celui Galliani d'avant. défend, voilà, c'est ça. Voilà, ce Galliani-là, voilà. On cherche toujours le petit coup-là. Alors que quand on voit par exemple la Juve, on voit que ça reste toujours une équipe qui reste en difficulté financière, mais qui cherche toujours à faire des coups ambitieux. Ils vont chercher un Douglas Suisse, qui est quand même titulaire à Aston Villa en Angleterre. Aston Villa qui vient de se qualifier en Ligue des Champions. Là, ils veulent aller chercher Cook Mainers. Ils ont cherché tout l'été à recruter Todibo, qui est quand même un joueur très prometteur de Nice. Donc, ils ont quand même donc cette volonté d'aller chercher vraiment des titulaires qui sont titulaires dans leur club, qui ont quand même une certaine comment dire, une certaine reconnaissance internationale. Nous, on va chercher, voilà, Morata, clause de 13 millions. Oh, et Pavlovic, joueur qui joue, qui est prometteur, mais qui joue quand même en Autriche. On va chercher Fofana, fin de contrat dans un an. Et Fofana, faut voir quand même comment on négocie. Fofana, on négocie en s'appuyant sur la volonté du joueur de venir et en faisant des offres qui sont ridicules, en espérant que Monaco cède à un moment donné. Enfin, notre façon de négocier, c'est celle-là, quoi. C'est celle du centime, enfin, c'est celle de l'épicier qui va chercher à garder un maximum. Alors des fois ça vaut le coup, je dis pas, parce que par exemple Pulisic qu'on a eu 20 millions la saison dernière, ah ouais, pour 20 millions, on a eu quand même un sacré joueur. Mais des fois c'est quand même ultra pénible. Et puis quand on voit aussi ce que font les autres, enfin, je veux dire même Naples, qui est un contexte très particulier, mais ils vont quand même te chercher un Kanté. Bon, pour l'instant, le mariage avec De Laurentiis, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça veut quand même dire quelque chose de Naples. Ça veut quand même dire quelque chose de cette institution-là qui cherche à gagner. Enfin, je veux dire, je ne peux pas compter pour jouer la Ligue Europa, évidemment. La Roma aussi, qui fait un mercato super intéressant. Ils ont vendu aucun joueur. Des Rossi, qui semble être un entraîneur super prometteur. Ils vont chercher un des joueurs les plus prometteurs d'Italie qui appartient à la Juve, qui est Mathias Soulé. Ils vont chercher le joueur phare, le buteur phare de Gérone, qui s'est qualifié la saison dernière en Ligue des Champions. Enfin, ils ont quand même quelque chose. Et puis l'Inter aussi, qui continue sur cette politique de chercher des joueurs, disons, expérimentés. En fin de contrat, ils viennent de prendre Zelinski de Naples et ils viennent de prendre Taremi aussi de Porto. Et pour la première fois, l'Inter ne vend aucun joueur majeur. Donc, quand on regarde un petit peu nos concurrents, on voit qu'il y a quand même de l'ambition et une certaine forme de renforcement. Je pense que globalement, toutes les équipes se sont renforcées. Même Atalanta, même si Atalanta a perdu Scamacca, ils font eux aussi un mercato ultra agressif. Ils vont chercher un Retegui 2 jours après la blessure de Scamacca. Même globalement, ils se sont renforcés en défense, au milieu de terrain. Ils viennent de prendre le latéral droit espagnol qui a joué aux Jeux Olympiques, Pubil. Donc vraiment, eux, ils sont aussi très agressifs sur le marché. Et nous, quand on voit la forme de lenteur qu'on a, euh, voilà, on peut se poser quand même des questions sur la réelle ambition de ce club-là, qui pour moi n'est pas celle de jouer le titre, qui est celle pourtant affichée par Fonseca, mais qui est vraiment de se qualifier en Ligue des Champions. Maintenant, heureusement, on a quand même des bases qui sont assez solides. Je pense qu'on va y arriver, comme l'a dit Nico. Moi, je m'inquiète pas trop là-dessus. Je pense que globalement, ce serait vraiment une catastrophe si on n'y arrive pas, mais je pense qu'on finira dans les 4 premiers. Mais malheureusement, je ne vois pas vraiment concurrencer l'Inter. À voir comment la sauce de la Juve prend, parce que Thiago Motta, c'est quand même assez particulier. Il a mis quand même pas mal de joueurs sur le carreau, donc le renouvellement de l'effectif de la Juve peut prendre un petit peu de temps. Donc je ne sais pas si eux aussi seront les concurrents principaux de l'Inter. Voilà, Conte, c'est toujours un entraîneur qui joue le titre, et ça, partout où il a été, il a toujours été redoutable à ce niveau-là. Donc je ne sais pas à quel point est-ce qu'on pourra vraiment être deuxième. Enfin, je ne sais pas du tout. Pour moi, il y a trop d'incertitudes. Pour moi, la seule équipe qui est vraiment qui s'est pas énormément renforcée, mais je veux dire qui n'a pas perdu, c'est l'Inter. Même s'ils ont un effectif vieillissant, pour moi, ce sont les grands favoris. Et il reste 2, 3 clubs derrière qui vont être les prétendants à cette deuxième, troisième place, mais sans réellement sortir du lot. Et là, quand je t'entends parler, je pense à tous les supporters qui ont connu le grand bilan d'Ancelotti, le grand bilan de Capello, le grand bilan de Sacchi. Hein, c'est sûr que pour retrouver notre grand bilan, il faudra encore quelques années, et ça passera évidemment par d'autres dirigeants. Mais je crois que Nico veut rebondir sur Fofana. Oui, concernant
Fofana, j'avais la même réflexion que Feli, que Milan jouait à l'épicier avec le joueur, avec le club de Monaco. Mais Fofana, il lui reste plus qu'1 an de contrat aussi. Et malheureusement, Monaco, et ça, Milan a été pas mal de fois dans cette situation-là, et même aujourd'hui, tous les clubs le sont. Le PSG l'a eu avec Mbappé. Nous, avec Donnarumma, c'était pareil. Quand tu arrives à 1 an de la fin du contrat du joueur, bah, tu n'es plus en position de force. Le joueur, il peut se dire, bah, je suis encore une année, et l'année prochaine, je pars libre. Et Milan, et à part les Anglais parce qu'en fait, les seuls clubs qui ont proposé la somme que demandait Monaco, ce sont des clubs anglais. Bah, malheureusement, si tu n'as pas des clubs anglais, il n'y a personne qui va mettre 30 ou les 35 millions que demande l'ASM pour 1 an de contrat de Fofana, en sachant que l'année prochaine, tu peux l'avoir gratuitement. Milan a commencé à 15. C'est ce qui se passe Je pour crois qu'on est à Chiesa, hein, 4. du côté de la Bah Juve. oui, mais au bout d'un moment, et je crois qu'à Milan, après les histoires avec Donnarumma, et je crois qu'on avait eu un autre, j'ai oublié où il y a eu ça aussi. Milan, maintenant, si tu prolonges pas lors de tes 2 dernières années de contrat, on parle de te mettre sur la liste des transferts parce que ce qui s'est passé avec Donnarumma, ça aurait jamais dû être arrivé que tu prennes 0. Et dans ces cas-là, on trouvera. Parce que 2 ans avant la fin du contrat, le club est plus en position de force aussi pour pouvoir négocier un prix de transfert. Quand tu as 1 an du contrat, soit tout le monde se bat pour avoir ton joueur, mais si tu es tout seul et que le joueur il veut vraiment qu'un seul club, tu as un petit peu la main forcée. Soit tu as les finances qui sont balèzes et dans ces cas-là, bah, tu peux dire bah, c'est pas grave, il va faire une année. Toi, dans ces cas-là, bah, à la fin, c'est ce que Milan joue là-dessus. À la fin, peut-être que le joueur va partir, mais pour l'instant, il y a eu l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, pour l'instant, aussi s'est intéressé sur Fofana, mais n'a toujours pas mis les 30 millions que demande Monaco. Donc, je comprends sur ça, je comprends le club. Milan n'a pas des finances, on peut le voir avec un portefeuille à rallonge. Et juste pour terminer sur les objectifs, enfin, ou les ambitions, moi, il y a un truc, quand Feli parle de deuxième place, aujourd'hui, quand tu es Milan, une excellente saison, après ce qu'on a connu ces dernières années, c'est pas comme quand on était 8e, que tu disais, bon, allez, le but, c'est de retrouver avec des champions. Maintenant, une très bonne saison à Milan, c'est être premier. Parce que si tu es deuxième et tu termines, comme ça s'est passé l'année dernière, derrière l'Inter qui a fêté son 20e titre, parce qu'il y a l'image aussi du 20e titre de l'Inter, et les humiliations en plus qu'on a pris dans les derbies. Aujourd'hui, à Milan, une très bonne saison, c'est soit tu es premier, ou tu ramènes un titre, en tout cas, la Ligue des Champions, même pas, j'y crois. Et une Coupe d'Italie, c'est ce qui sauve ta saison, et ça fait depuis 2004 qu'on n'a pas gagné une Coupe d'Italie, en sachant que c'est vraiment un trophée mineur. La Super Coupe d'Italie au mois de janvier, moi, personnellement, je m'en fiche. Une mauvaise saison, ce sera terminé 5e. Et ce qu'il faut falloir absolument à tout prix, c'est arrêter d'être ridicule dans ces derbies. Pioli, je crois que j'avais lu la stat, je crois qu'il a gagné qu'un seul derby, c'est le fameux derby avec Giroud, qui a changé la saison du Milan et ce qui a permis de passer devant et d'être champion. Il va falloir commencer à arrêter d'être la serpillière de l'Inter. On a subi trop de défaites humiliantes, où surtout on était tellement loin. Sans oublier que l'année dernière, l'Inter a fêté quand même son 20e titre sur notre pelouse. Et il va falloir retrouver sur ça que le supporter milanais retrouve un peu de fierté. Ah bah ça c'est mal barré, mais je te le on a, souhaite, Nico. Je te le souhaite pour toi qui parce te que déplaces franchement, régulièrement. en plus, j'ai hésité longuement, réellement, à reprendre un abonnement cette année. J'ai décidé de le refaire parce qu'au final, je voyais tout le monde qui se jetait sur les abonnements. Donc, j'étais un mouton aussi. J'ai renouvelé mon abonnement. J'y serai pour la première samedi. J'ai déjà réservé ma place pour être à Rome pour la Lazio. Mais j'espère en tout cas qu'on va retrouver de la fierté dans les derbies. Et parce que des fois, mine de rien, ça peut te sauver une saison. Si l'Inter n'est pas championne et que toi, tu as gagné tes derbies, ou mettre une bonne rousse dans un derby, juste 3-0, un truc, voilà, ça te met le match, tu as gagné 3-0. Mine de rien, à la fin de la saison, tu dis, ouais, on a quand même mis 3-0 à l'Inter. Ouais, ça met, Ça c'est remonte une le petite cerise moral, sur le ça met du gâteau, baume quoi. au cœur. Voilà, Bon, c'est on va tout. passer au mot de la fin. Je voulais juste démarrer en rappelant quand même que l'Espagne est la seule, je dis bien la seule, nation de football en Europe, la seule grande nation de football en tout cas qui fait jouer ses jeunes. Les pourcentages sont affolants comparés aux autres nations européennes, comme l'Angleterre, l'Italie notamment, et que l'Espagne est donc championne d'Europe en titre et championne olympique en titre, et dans les deux cas avec la manière. Félix, quel est ton mot de la fin? Eh ben, un mot d'optimisme, MJ. Je vais parler du Milan Futuro, qui donc a joué hier, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui a gagné 3-0 contre une équipe du CRC, donc Lecce.
Je pense que c'est la chose la plus importante qu'a effectué Milan de ces dernières années. Je dirais que c'est ça, c'est l'installation de cette équipe C, donc B plutôt, qui jouera en série C, et qui va permettre vraiment à nos jeunes de avoir de ce passage intermédiaire en fait entre la Primavera et l'équipe 1. On a vu à quel point cette équipe C, cette équipe donc B, a été importante pour la Juve par exemple. Alors maintenant, il y aura deux choses à faire. Il y a deux voies de passage parce qu'on voit que nos jeunes sont très très prometteurs et que même en série C, ils ont performé. Donc il y aura deux façons de faire. Soit on compte sur ces jeunes et ils intègrent progressivement l'équipe 1 et petit à petit, bah, les joueurs qu'on a, ils vont être remplacés par des jeunes. Enfin, pas tous, mais on aura ces joueurs-là qui vont prendre la place de certains titulaires. Ou alors on fait à la manière de ce qu'a fait la Juve, donc la next-gen, que cette équipe B devienne finalement les économies de la Juve. Toutes les économies, tout le mercato ambitieux que j'ai dit de la Juve, finalement, ils se reposent sur cette next-gen parce qu'ils ont vendu Ealing Junior, ils ont vendu Mathias Soulé, ils ont vendu plein d'autres jeunes. Et finalement, cette next-gen n'est qu'une excuse pour faire, est une excuse, mais une bonne excuse pour faire beaucoup de sous. Eh oui, mais Et c'est exactement ça, et je crains que ce ne soit la même chose à Milan. alors on peut nuancer parce qu'il y a quand même Fagioli, il y a quand même Miretti qui sont intégrés à la Juve. Donc je pense que finalement, ce sera assez mixte. Il y aura certains joueurs, et je pense surtout les joueurs étrangers, Gatti, qui auront la Cambiaso faute. également. Cambiaso a été recruté au Genoa. Ah pardon, autant pour moi. Gatti est formé, mais Cambiaso a été recruté. Mais voilà, quand on regarde un petit peu les joueurs qui ont été vendus par la Juve, ce sont surtout des joueurs étrangers. Ceux qui sont restés, je pense notamment à Miretti et à Fagioli, ce sont les joueurs italiens. Donc, est-ce que ce sera pas pareil chez nous? Je sais pas. Surtout que nous, pour l'instant, contrairement à la Juve, la majorité de nos joueurs en next-gen du Milan Futuro sont italiens. Je pense à Jiménez qui est d'origine espagnole, mais les restes sont italiens. Donc, est-ce que, euh, est-ce que vraiment ce sera la même chose qu'à la Juve? Je ne sais pas. D'une façon ou d'une autre, ça nous rapporte beaucoup d'argent ou ça nous fait former des joueurs qui seront potentiellement titulaires. Donc, dans tous les cas, même si c'est pas le choix que nous préférons, dans tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le club. Et je pense que c'est vraiment la note d'optimisme sur quoi il faudra compter ces prochaines années. Oui, c'est une réflexion intéressante, en effet. De toute façon, on l'attendait depuis des années. Maintenant, effectivement, il faudra voir sur le long terme ce qui sera, enfin, ce que nos dirigeants feront de ces joueurs et de ces jeunes. Nico. Oui, je veux juste rajouter un truc sur ça. Faut savoir que le Milan Futuro peut très bien aussi monter en série B, comme descendre en série D. Ce que fera le club, est-ce que ce sera pour faire de la vente, arrondir les finances? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais sera quand même intéressant, en tout cas pour les jeunes du Milan, qu'on a quand même vu, on a eu quand même pas mal de jeunes l'année dernière année avec Pioli, comme Zeroli, Bartezaghi, Jiménez, Camarda. Par exemple, de quand même pouvoir jouer aussi à un niveau plus élevé. Ça reste une troisième division, mais au moins, par exemple, ces fois, des joueurs qui sont bloqués, on va prendre l'exemple d'un Zeroli ou d'un Jiménez, qui a quand même du monde, Jiménez qui a Théo Hernandez devant lui, ou un Bartezaghi qui a quand même pas mal de joueurs devant lui. Oka pourra venir dépanner 2-3 matchs et pourra continuer aussi à jouer le week-end, quand même, en troisième division et faire face à des joueurs qui ont des 26, 27, 28 ans, pas face à des, entre guillemets, des gamins de leur âge, où c'est déjà les meilleurs. Donc, même si le Milan U23 à l'époque n'a jamais fait la Primavera du Milan, n'a jamais été incroyable quand même ces dernières années. Mais ils vont pouvoir jouer en tout cas à un meilleur niveau, peut-être arriver peut-être un petit peu plus aguerri en Serie A en tout cas. C'est ce que j'espère. Et moi, mon mot de la fin, il sera pour un compatriote à Feli. J'ai pas vu grand-chose des JO car j'étais dans la famille et donc je passais beaucoup de temps dehors. Mais s'il y a un truc que j'ai pas raté et qui m'a fait énormément vibrer, c'est la médaille d'or de Novak Djokovic. Alors, je sais qu'en Serbie, en Italie, enfin Serbie, c'est normal, c'est le héros, je pense, national là-bas, vu tous les titres. Pour moi, c'est le GOAT dans le tennis. Ah, le GOAT, oui, et supporter du Milan en plus. Oui, en plus, c'est très important. Et je sais qu'en Italie, il est extrêmement apprécié.
Avec qui? Je disais beaucoup de points communs avec moi, il est serbe et supporter du Milan. En Tu plus joues au d'être bon tennis, dans Oui, son c'est ça. domaine. Tu joues au tennis, Pas Feli? du tout. Pas du tout, Pas d'accord. du tout. Nico? Mais mais en tout cas, donc j'ai pas vu grand-chose des JO. J'ai eu j'ai un peu vu Léon Marchand, mais le truc qui m'a fait peut-être le plus vibrer des JO, c'est le seul truc que j'ai regardé, c'est la finale contre Alcaraz. Et c'est vrai qu'en France, Novak Djokovic a une très mauvaise image. J'arrive même pas Ah à bah parce rentrer qu'il a sur les refusé de têtes se faire pourquoi. vacciner, c'est mal vu en France ça. Il y a ça, et je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il représente certaines choses. Et, et moi, je trouve que c'est le sportif le plus. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le sportif, en tout cas, pour moi, qui ne fait jamais parler de lui. C'est-à-dire qu'il mène sa petite carrière avec tous les succès qu'il a. Enfin, Oui, sa sa grande grande carrière, carrière ouais. avec tous les succès qu'il a. J'espère, il ne manque plus que je prends encore un grand chelem parce qu'il y a une femme qui en a gagné autant que lui. Mais bon, même si c'est pas chez les hommes, en tout cas, il est seul. Mais pour que vraiment, il explose tout et qu'on n'en vienne plus jamais parler. Et cette médaille d'or à 37 ans, parce qu'en plus, pour ceux qui ont vu le match face à Alcaraz a sorti une incroyable partie. Sans oublier qu'il y a quelques temps, à Roland-Garros, Alcaraz lui a mis une déroute. Mais voilà, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment le truc qui m'a fait le plus vibrer. Et je suis vraiment content pour Nolé. Voilà. Et félicitations à lui. Et moi, ça me fait plaisir quand il gagne, parce que dès qu'il gagne, eh ben, en France, tous ceux qui le critiquent sont obligés, quand il gagne au moins, ben, de se taire et de fermer leur bouche le temps qu'il monte sur le podium, le temps qu'il récupère son trophée. J'étais très content en tout cas pour ça. Bon messieurs, merci, c'est fini. Comme l'an passé, nous nous retrouverons donc à la trêve pour un premier bilan. D'ici là, belle fin d'été à tous, à très vite. Salut! Ciao tout le monde. Ciao.